bienvenue à tous dans l'émission Sport Dimanche sur les antennes de la télévision nationale. Au menu, on parlera des infrastructures sportives. Le pays, dans la dynamique de se doter d'infrastructures sportives de proximité. Déjà, Mamou a connu la pose de la première pierre du terrain à gazon synthétique. Une fois fini, l'infrastructure sera à la disposition des autorités sportives pour les travaux supplémentaires, comme le cas du stade Général Lansana Conté de Nongo. Qu'est-ce qu'il faut pour une bonne opérationnalisation de ces terrains? Le directeur national des infrastructures est notre invité. Tout sera débriefé pour votre plaisir. Les équipes nationales de football féminin de Guinée se préparent à Conakry pour des compétitions à venir. Le Sidi Senior Dame se prépare pour sa double confrontation du premier tour qualificatif à la CAN féminine 2026. Le match aller est prévu le 21 février 2025 et le match retour le 26 février face au Cap-Vert. Et puis, l'équipe féminine de futsal est en pleine préparation à Conakry pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal féminin prévue au Maroc. C'est vrai que l'équipe nationale féminine de futsal pour mieux représenter la Guinée dans cette compétition. Réponse dans les débats à venir. On fera aussi la situation du championnat national de Ligue 1, les résultats des matchs joués de la 7e journée, d'autres actualités sportives à suivre sur ce plateau. Mesdames et messieurs, alors pour parler de tous ces sujets, je reçois sur ce plateau mes co-animateurs. Diallo Abdoulaye. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Djibril, bonsoir à toutes et à tous. De l'autre côté, Amadou Major Diallo. Major, bonsoir. Bonsoir Djibril et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà. Alors dans cette émission, mesdames et messieurs, même si ça n'a pas été dit en tout cas au menu de cette émission, on a le premier invité, c'est bien la Fédération guinéenne de Scrabble, le président de la Fédération guinéenne de Scrabble qui est sur ce plateau. C'est bien Mohamed Lamine Kaloko. Président, bonsoir. Bonsoir Djibril. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, on se prépare pour une compétition, mais avant d'abord ce championnat, parce que c'est ce mois que la compétition se jouera à Conakry entre les différentes équipes ou les différents clubs. Alors parlez d'abord de la vie de votre fédération, parce que c'est une fédération qu'on ne parle pas beaucoup, même si c'est une fédération qui regroupe que des intellectuels. Vous le savez, c'est bien la combinaison des mots à travers les lettres. Merci Djibril, merci pour l'invitation. Je voudrais avant tout, au nom de tous les membres de la Fédération guinéenne de Scrabble, vous remercier pour l'invitation. Et vous dire encore une fois que le bureau du président vous remercie pour l'opportunité que vous offrez à cette fédération pour venir sur ce plateau et parler du Scrabble en Guinée. Ouais. Le Scrabble, je rappelle, c'est avant tout un sport cérébral. Donc c'est une discipline comme toutes les autres disciplines sportives qui aujourd'hui a une fédération composée d'un bureau et qui un bureau qui a un mandat de 5 ans. Nous travaillons sur un plan d'action qui a été établi l'année dernière sur 2024-2025. Et dans le cadre de ce plan d'action, nous réalisons le championnat national qui a été réalisé l'année dernière. Et nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, sur les préparatifs du championnat national pour l'exercice 2025. Voilà. Alors, Abdoulaye Diallo, c'est vrai, on parle aujourd'hui de cette fédération. Tantôt, quand on voit les gens jouer le Scrabble, on se dit, alors, comment il faut former un mot pour avoir un nombre de lettres, c'est-à-dire avoir des bons points, mais aujourd'hui, on a l'impression que seulement les intellectuels qui peuvent jouer cette discipline. Évidemment, puisque là, on parle de former des mots à travers des lettres et surtout, quand on n'est pas parti, par exemple, à l'école, on ne peut pas prétendre à jouer à ce jeu-là et c'est extrêmement important et d'autant plus que vous créez les méninges, vous réfléchissez énormément pour former des mots et c'est une concurrence qui est là, le temps imparti aussi et c'est extrêmement important, donc ça demande du réflexe et d'une culture générale à tout point de vue et avoir un bagage intellectuel assez dense et surtout être beaucoup plus réfléchi. Et c'est une question d'habitude aussi, c'est l'habilité en un mot. Et donc, qui parle de sport, c'est d'abord le cerveau, puisque le cerveau a plusieurs fenêtres à son sein. Et donc,
Et il y a la fenêtre certainement du Scrabble, puisque si vous vous intéressez, à force de continuer à s'exercer, forcément, vous aurez l'habilité, vous aurez en tout cas la maîtrise de la chose. Et c'est comme le football. Et c'est compte tenu aussi de vos aptitudes, que ce soit physique ou quoi, mais qui parle de Scrabble, c'est l'intelligence, c'est le moral qu'il faut voir, c'est un tout, quoi, au fait. Donc, il faut être affûté à tout point de vue, mentalement, pour essayer de tenir dans cette discipline. Très bien. Amadou Mansour, nous avons sur ce plateau le président de la Fédération guinéenne de Scrabble. On organise une compétition. Peut-être la question qu'on va poser au président, c'est d'abord de savoir comment est-ce qu'on peut peut-être avoir une idée sur le nombre d'équipes qui existent à nos jours et comment la compétition se prépare. Oui, surtout ça, hein, parce on se pose beaucoup de questions. On entend parler du Scrabble, Abdoulaye l'a résumé, il parle d'intelligence et tout ça. Maintenant, nous, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Là, on fait allusion aux équipes. Comment vous constituez les équipes, et il faut combien de joueurs et quels sont les critères, parce que je pense qu'il ne s'agit pas seulement de composer les mots. Merci pour cette question. Je rappelle que cette fédération guinéenne de Scrabble est organisée en 8 clubs, donc de Conakry jusqu'à Zéro Corée. Nous avons 6 clubs à Conakry, nous avons un club à Kamsar et nous avons un autre club aussi qui est à Zéro Corée. Donc ceci dit, pour organiser un championnat national, effectivement, nous ouvrons les inscriptions aux 8 clubs. C'est-à-dire tous les joueurs guinéens, en tout cas toute personne qui désire participer à ce championnat s'inscrit dans un club et ensuite le club remonte la liste des joueurs qualifiés pour participer à ce championnat national. Donc nous avons mené d'autres actions, bien entendu, sur la préparation des joueurs pour compétir sur l'échelle continentale. Comme peut-être je profiterai de votre micro pour dire également que nous sortons tout récemment d'une Coupe d'Afrique, mais aussi d'une Coupe du Monde. Donc c'est grâce à ce championnat national que nous détectons les meilleurs joueurs guinéens de Scrabble pour pouvoir les présenter à l'international. Donc c'est tout un enjeu qui ressort de ce championnat national. Et je peux vous rappeler que le Scrabble, c'est avant tout le sport cérébral le plus connu au monde, mais pour y participer, on ne demande pas un critère qu'il faut sortir diplômé d'une grande école, non. C'est un jeu cérébral qui a ses règles, et donc quiconque obéit à ces règles, obéit aux techniques de Scrabble, peut compétir et être aussi parmi les meilleurs joueurs guinéens. Voilà, Monsieur le Président, vous êtes élu il n'y a pas longtemps, si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas plus d'une année. Et c'est une nouvelle équipe qui a assez de défis à relever. Et au-delà de ce championnat, puisque ça va être une sorte de votre plan d'action, mais au-delà de ça, est-ce que votre direction technique, par exemple, a une politique pour aller sillonner dans les quartiers, puisqu'on le voit en longueur de journée, les week-ends surtout, des jeunes universitaires ou encore diplômés qui sont là, autour du thé, qui jouent. Est-ce que vous avez cette politique aujourd'hui d'aller les dénicher pour profiter de leur talent? Merci pour la question. Je rappelle qu'au-delà des points que nous sommes fixés dans notre plan d'action qui portent sur l'organisation du championnat national, défendre le tricolore aux compétitions internationales, nous avons aussi des actions de vulgarisation du Scrabble dans les écoles. Nous avons déjà pris contact avec la délégation spéciale de Ratoma pour entrer en contact avec toutes les écoles qui relèvent de cette commune. Nous sommes actuellement en discussion aussi avec la délégation spéciale de Kaloum pour parler aussi de la vulgarisation du Scrabble dans les écoles. Je rappelle que le Scrabble, autant c'est une discipline sportive, mais aussi c'est un outil pédagogique. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons inscrit le Scrabble comme un outil pédagogique dans les écoles. C'est un peu à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image du Cameroun, à l'image du Niger, de la France, qui utilisent le Scrabble vraiment pour améliorer le niveau des enfants dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui joue au Scrabble, ça permet d'améliorer ses capacités en mathématiques, en réflexion, en calcul mental, mais aussi ça pousse l'élève à améliorer son orthographe, son vocabulaire, sa grammaire, ainsi de suite. Donc c'est un outil aujourd'hui qu'on veut aussi vulgariser dans le milieu scolaire, comme vous l'avez si bien dit. Alors, c'est vrai, on parle aujourd'hui de cette discipline, mais on voit plus souvent quand on forme un mot, il y a quelqu'un qui est là pour recenser le nombre de points cumulés. Alors, comment ça se passe et comment on peut se rendre compte que voilà les meilleures lettres qu'on peut associer pour avoir aussi un bon chiffre? Merci. Effectivement, le Scrabble, c'est comme un sport qui a ses règles.
comme n'importe quelle discipline sportive. Et lorsqu'on participe à une compétition, je rappelle qu'il y a deux séries, il y a deux catégories. On a le classique qui porte sur un tirage aléatoire qui est très connu. Vous avez des jetons dans une sacoche et chaque joueur tire de façon aléatoire. Mais nous avons aussi une autre série qui est beaucoup plus compliquée qui s'appelle le duplicate, où tous les joueurs qui compétissent ont le même nombre de lettres et celui qui trouve le mot le plus coté qui gagne la partie. Donc c'est dans cette discipline d'ailleurs que la Guinée, lors de la dernière Coupe du Monde, a été championne du monde à Montauban. Montauban, c'est une ville qui est à côté de Toulouse. Donc nous avons eu la chance d'être qualifiés pour cette Coupe du Monde pour 2024. Et la Guinée, je profite bien pour présenter ce trophée que nous avons ramené pour le tricolore national. Nous avons été défendre effectivement la Guinée pendant la semaine qui a précédé les Jeux Olympiques en France. Et dans cette catégorie qui est une des disciplines du Scrabble qui s'appelle le duplicate, nous avons eu l'honneur en tout cas de porter le tricolore national au plus haut niveau. Donc nous avons été championnes du monde dans cette discipline. Et vraiment, c'est l'occasion pour vous remercier parce que vous me donnez l'opportunité. Merci beaucoup. Vous me donnez l'opportunité de présenter ce trophée vraiment au peuple de Guinée. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ablaye, peut-être une autre question avant que vous me posiez la question, c'est de savoir, comme c'est les mots qu'on forme à travers des lettres, comment on peut se rendre compte que le mot qui est formé, c'est pas un bon, ou en tout cas, ou bien c'est pas le mot qu'il faut? Est-ce qu'il y a un dictionnaire ou bien il y a des personnes aussi qui peuvent se rendre compte que non, ce que vous avez composé, c'est pas la bonne réponse? Effectivement, vous savez, le sport, comme le foot, qui se développe avec le VAR, comme le basket, aujourd'hui le Scrabble aussi se développe avec des applications. Des applications qui sont comme des sortes de dictionnaires. Donc lorsqu'il y a une partie entre deux joueurs, dès qu'un joueur conteste, l'arbitre va dans l'application, dans le dictionnaire, chercher le mot. Donc nous avons un dictionnaire qui est très connu dans le monde, qui s'appelle l'ODS, l'officiel du Scrabble, qui est actualisé chaque année. Donc il y a des nouveaux mots comme le mafé, comme des mots peut-être tirés des langues nationales qui sont aujourd'hui admis par le Larousse et qui nous permettent aussi de jouer effectivement la discipline. Et en revenant sur le championnat, on le sait bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut avoir les moyens. Et vous l'avez tantôt rappelé, 6 clubs à Conakry, les 2 autres sont à l'intérieur du pays. Et comment ça va se passer? La compétition, c'est-à-dire la période que la compétition va prendre et comment vous allez gérer tout ce monde-là? Alors, il y a toute une logistique, effectivement, que nous organisons. Nous avons aussi un partenaire qui nous accompagne depuis que ce nouveau bureau a été mis en place. C'est le restaurant L'Échangeur, qui se trouve à Nongo, qui nous appuie beaucoup dans le cadre de toute la logistique, qui nous met à disposition l'espace où le championnat est organisé. Donc l'année dernière, c'était le cas. Cette année encore, nous remercions vraiment le propriétaire de ces lieux pour nous avoir admis dans son complexe pour pouvoir organiser le championnat. Mais je rappelle que à côté de ça, nous avons aussi le département de tutelle, qui est le ministère des Sports, que nous avisons sur l'organisation du championnat pour apporter son appui en termes logistiques, en termes financiers. Mais d'un point de vue organisationnel, j'ai un directeur technique qui est membre du bureau, j'ai aussi un secrétaire général qui travaille sur les modalités avec l'équipe arbitrale pour voir dans tous les clubs recensés, parce que les clubs aussi font une présélection. Donc il y a une présélection qui se fait au niveau des clubs et les clubs remontent la liste des 5-10 meilleurs joueurs. Donc nous avons à peu près pour le championnat national de cette année une quarantaine d'inscrits. Voilà, parmi les 40, nous allons voir peut-être les 5 ou les 10 premiers pour les échéances de la Coupe d'Afrique prévues cette année au Congo, à Brazzaville, où la Guinée a été qualifiée également. Et je profite aussi pour dire que nous avons une Coupe du Monde prévue au mois de juillet au Canada, dans la ville de Trois-Rivières. Et d'ailleurs, la Guinée vient officiellement de recevoir son invitation. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que les joueurs guinéens puissent vraiment porter le tricolore national à l'échelle internationale. Au-delà des joueurs, vous avez aujourd'hui des arbitres qui sont reconnus sur le plan mondial et voire africain? Oui, effectivement, nous avons eu l'opportunité, en tout cas la Guinée a eu l'opportunité d'avoir 3 places à la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue à Bouaké, où nous sommes partis avec notamment un club de journalistes pour aussi couvrir l'événement, mais aussi un club de 3 joueurs, une équipe de 3 joueurs formés
sur les techniques d'arbitrage du Scrabble à l'échelle internationale. Donc, en Guinée, actuellement, nous avons 2 arbitres internationaux certifiés qui nous suivent le championnat. Et puis, Donc, moi, j'ai juste une question et quelques idées. La première est que j'aimerais savoir, il y a combien de journées dans votre championnat? C'est des phases aller-retour, ou bien 2 ou 3 journées, ou bien c'est en une journée? Alors, en fait, cette année, nous avons établi le championnat sur 2 journées. Donc, ça sera les 22 et 23 février 2025. Donc, la première journée sera consacrée uniquement sur le classique, comme je l'ai tout à l'heure rappelé. Et la deuxième journée, ça sera consacré sur le duplicate. Donc, nous avons prévu de faire 20 parties de classique et 4 parties de duplicate. Parce que le duplicate est extrêmement difficile. Donc, une partie peut prendre jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Et nous avons prévu pour la deuxième journée de faire 4 parties de duplicate. Et à la fin de la journée, nous allons récompenser les 3 meilleurs. Bien. Alors, peut-être une autre question, c'est sur le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on parle d'équipe ou de club. Par exemple, dans votre fédération, une équipe peut avoir combien de joueurs? Une équipe est composée de combien de joueurs? Et comment ça se joue? Est-ce que c'est en équipe ou en individualité? Alors, en fait, nous avons, par exemple, au classique, c'est des individualités. C'est-à-dire que les joueurs s'affrontent dans des matchs de poule. Et au terme de ces matchs de poule, nous avons des qualifiés qui partent en deuxième phase. Et ainsi de suite jusqu'à la phase finale du classique. Et le duplicate, ça c'est de façon vraiment individuelle. On prend le joueur qui a obtenu le maximum de points à l'issue des 4 parties. Donc nous avons un champion du duplicate et nous avons généralement 2 champions du classique, ce qui fait 3 meilleurs. Président, certainement vous avez pratiqué et vous continuez à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée sur la révélation dans cette discipline depuis que vous êtes là, ou encore le meilleur des meilleurs s'il faut? Alors le meilleur des meilleurs, nous avons eu un joueur guinéen qui a été quand même champion du monde il y a de cela 6-7 ans. C'est M. Mohamed Lamine Bangoura, qu'on appelle Tché, qui est très connu dans le milieu du Scrabble. Mais je rappelle que nous avons aussi Ibrahima Fatou Diallo, qui a été d'ailleurs le joueur qui a pu permettre à la Guinée d'avoir ce trophée, qui évolue en France, qui a été le champion de Normandie. C'est un Guinéen qui évolue dans le Scrabble en France et qui aujourd'hui est référencé dans le club de la région de Normandie. Ça veut dire que vous avez des binationaux aussi. Effectivement, pour l'équipe nationale. Voilà, nous avons des binationaux qui évoluent en France. Nous avons aussi, pour le cas de la Coupe d'Afrique, nous avons eu à Bouaké, nous avons un binational qui est guinéen-ivoirien. Est-ce que vous avez un plan de communication et marketing? Parce que pourquoi je me suis basé sur cette question? Il y a beaucoup de disciplines en Guinée qui négligent la communication, surtout sur le plan footballistique. Aujourd'hui, il y a peu de clubs qui sont en train d'investir, de mettre les moyens sur le plan de la communication. Seulement, il y a des jeunes journalistes sportifs qui sont passionnés de la communication, qui communiquent pour ces clubs. Ils n'ont pas d'équipement et quand tu vérifies, ces clubs n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas d'archives au fait. Merci. Ça, c'est d'ailleurs l'occasion de remercier vraiment 2 personnes des médias, notamment M. Mara et aussi Morlaï, qui travaillent avec vous, qui nous accompagnent. Tous de la RTG. Adama Mara et Morlaï Souma. Voilà, qui ont fait le déplacement. Morlaï a fait le déplacement avec nous en Côte d'Ivoire pour couvrir. Nous avons aussi le Roréa qui nous accompagne en termes de médias, parce que c'est l'occasion de remercier en tout cas tous ces jeunes-là qui croient à l'avenir de la Fédération guinéenne de Scrabble. C'est vrai, d'un point de vue budget, nous n'avons pas assez de moyens pour mettre un plan d'action lourd en termes de communication, mais avec les moyens du bord et avec aussi la volonté l'opportunité que nous offrez de parler du Scrabble de temps en temps. Bien. Alors, comme on est un peu plus par le temps, peut-être 2 ou 3 petites questions de savoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la date indiquée pour le championnat national. Alors, comment cela va se jouer? À Conakry, vous a posé la question. Est-ce que les clubs de l'intérieur viendront à Conakry ou bien seulement c'est les clubs de Conakry qui vont jouer ce championnat? Alors, tous les clubs, que ce soit de Kamsar ou de Zéro-Kouré, ont déjà remonté la liste de leurs joueurs. Donc, nous sommes en train de finaliser les participants pour cette coupe pour ce championnat national. Et le championnat national se déroulera à Conakry. Parce qu'aujourd'hui, j'avoue que
nous souhaiterions en tout cas faire une tournée de sensibilisation dans les écoles, mais aussi de l'intérieur, pas seulement de Conakry. Mais nous sollicitons le département dans ce sens-là pour nous accompagner afin qu'on puisse aussi vulgariser le Scrabble dans les écoles. Alors, nous avons adressé des courriers au ministre de tutelle et voilà, nous attendons la suite. C'est sûrement, il y aura une bonne réponse. Maintenant, c'est quoi la nouveauté cette année? Quelle sera la nouveauté pour ces jeunes qui ont l'habitude de jouer la compétition? Alors la nouveauté, c'est très simple, c'est que nous voulons que les meilleurs représentent la Guinée. Donc moi je le dis, on ne prend que les meilleurs pour aller représenter le tricolore au Congo et pour représenter le tricolore au Canada. Donc nous avons des nouveaux mots qui sont sortis en 2024, qui vont être insérés dans ce championnat national. Et nous voulons aussi que la discipline soit vraiment de rigueur au sein du Scrabble, comme c'est le cas pour le foot, le basket. Donc la nouveauté vraiment c'est la rigueur, la discipline, mais aussi vraiment la performance, parce que nous attendons que les joueurs soient vraiment performants pour pouvoir représenter la Guinée à l'étranger. Il y a une limite d'âge pour le Scrabble? Alors aujourd'hui, les joueurs que nous avons, la moyenne d'âge, c'est entre, je dirais, entre 25 ans jusqu'à 60 ans. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui sont vraiment très âgés aussi. Mais pensez-vous que des professeurs de français, parce qu'on voit que c'est une question aussi... La jeune féminine aussi, hein, voilà. Parce qu'elle est représentée. Est-ce que vous avez des professeurs de français plus souvent dans votre fédération? Alors dans notre fédération, nous avons toutes les couches sociales. J'avoue, il y a des femmes qui jouent, mais de façon un peu... sporadique. Voilà, sporadique. Donc c'est l'occasion d'ailleurs, merci, j'en profite pour le dire, à tous qui sont amateurs de se rapprocher de la fédération pour s'inscrire. Nous avons des clubs, nous pouvons les orienter, les former. C'est aussi l'occasion pour dire que le Scrabble est ouvert à tout le monde. Tous qui pensent qu'ils peuvent jouer au Scrabble, ils peuvent venir se former. Déjà, c'est un plaisir, c'est vrai, mais aussi on peut les rendre professionnels pour qu'ils puissent compétir. Alors, au-delà du championnat national, d'autres programmes à venir. Vous avez parlé tout à l'heure de la Coupe d'Afrique, mais aussi une autre compétition mondiale. Voilà, nous avons la prochaine Coupe d'Afrique qui est prévue au Congo, à Pointe-Noire, plus précisément. La date est fixée? Oui, c'est du 24 avril au 2 mai. Donc la Guinée vient de recevoir officiellement son invitation. Nous remercions d'ailleurs la Confédération africaine de Scrabble qui œuvre beaucoup pour que les pays africains rivalisent entre eux sur le continent africain. Parce que ça nous permet aussi d'aller rivaliser contre les pays francophones qui sont un peu la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suisse. Voilà. Lors de la dernière Coupe du Monde, nous avons eu l'occasion d'affronter ces pays-là dans des disciplines. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que c'est vrai, c'est le français, mais on peut aussi trouver des champions en Guinée. Maintenant, pour cette compétition en Afrique, il y a combien de joueurs qualifiés? Vous avez déjà un nombre? Parce qu'il faut aussi un accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, effectivement, nous avons été reçus par M. le secrétaire général du ministère des Sports, qui va certainement nous introduire chez le ministre. Et nous souhaitons vraiment cette année envoyer 8 compétiteurs, plus 2 membres de la fédération. Vous savez, une délégation de 10 personnes. C'est vrai que le Congo, c'est pas à côté comme la Côte d'Ivoire, parce que l'année dernière, j'avoue que nous avons eu beaucoup de difficultés pour aller participer à la Coupe d'Afrique, parce que ça a été... À Boaké. On nous a même fait comprendre que c'est par la voie terrestre. Oui, parce que faute de moyens, on était obligé de demander aux joueurs... Et en dépit de ces difficultés, le trophée est là. Voilà, c'est pour dire encore une fois que notre ambition, au fait, avec les moyens du bord que nous avons, nous cherchons vraiment à honorer le pays. Donc les joueurs ont fait le sacrifice d'aller par la voie routière jusqu'à Boaké. Avec tout le risque. Maintenant, pour la compétition mondiale, la date c'est quand? Parce qu'il faut toujours informer les autorités à temps afin de vous accompagner pour ne pas accuser un peu de retard. On l'a vu dans les autres disciplines. Alors la Coupe d'Afrique, c'est je disais, c'est du 24 avril au 2 mai. Et nous avons la Coupe du Monde qui est prévue au Canada au mois de juillet. Donc nous avons déjà reçu les invitations individuelles de tous les joueurs déjà qualifiés pour cette compétition internationale. Donc nous allons commencer les démarches avec, bien entendu, Inch'Allah, l'appui peut-être du ministère de tutelle. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est bien Mohamed Lamine Kaloko, président de la Fédération guinéenne de Scrabble. Monsieur Kaloko, votre mot de la fin, adressez-vous aux joueurs de Scrabble, la fédération, mais aussi les clubs qui sont à l'intérieur du pays, mais aussi les amateurs qui veulent venir
pratiquer de façon professionnelle cette discipline? Merci, c'est de dire tout simplement que le Scrabble est ouvert à tout le monde. Et par contre, aux joueurs qui vont compétir, je leur demande beaucoup de rigueur et beaucoup d'application parce qu'il faut qu'ils s'impliquent dans le championnat national et on ne prendra que les meilleurs pour représenter la Guinée. Un message aux autorités? Aux autorités, nous avons adressé des courriers et nous espérons que cette fois-ci, vraiment, le ministère, les dispositions seront prises pour accompagner la Fédération guinéenne de Scrabble. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, alors on va marquer une courte pause et derrière on va retrouver le directeur national des infrastructures parce que la question des stades cause problème dans les différents quartiers de Conakry. Peut-être vous aurez pas mal d'idées ce soir. Une fois encore, on reste ensemble. Voilà, du retour sur ce plateau avec le directeur national des infrastructures, M. Mamadi Kourouma. Ablaye Diallo, il est sur ce plateau. La problématique des infrastructures cause pas mal de problèmes en Guinée. On a vu d'abord la pose de la première pierre du stade à gazon synthétique à Mamou. Là, on ne parle pas de tribune, mais aussi de la clôture. Peut-être que ça sera à la charge, bien sûr, du département de la jeunesse et des sports à travers, bien sûr, cette direction. D'abord, M. Kourouma, bonsoir. Bonsoir, M. Djibril. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Le public sportif guinéen, d'abord, veut avoir des idées, même s'il faut parler des infrastructures avec des émergences, d'abord au niveau des stades. Où en sommes-nous par rapport à la situation des stades dans le pays? Comme vous savez, en Guinée, on a 3 types de stades. Okay. On a les stades nationaux, comme le 27 et Nongo. Il y a aussi les stades préfectoraux ou régionaux. C'est le cas, par exemple, de Mbalouma Diakité, de Saïfoula et de Fodefissa. Il y a aussi les stades de proximité. À Kamsara aussi, à stade d'amitié. Oui, je pense. Même si c'est aussi un stade des réalisations privées. Bien sûr, c'est des infrastructures. Ok. Donc, il n'est pas un peu importe ce qui contribue à la construction. D'accord. Même Mbalouma Diakité a été fait par un privé. Oui. Il faut pas l'oublier. Ouais. Nicolas, la même chose. À Sigrim aussi bientôt. Ouais. Bon, Sigrim. Bientôt, oui. Bientôt, on l'espère. Voilà. Et il y a aussi les stades de proximité, tels que le stade de Cameroun, ou le stade de Dapompa, ou Imbaya Bougie, et Bonfil Niger, qui sont en construction, et j'en passe. Et ce qu'il faut retenir aussi, il faut se focaliser sur les stades de football. Et comme on nous taxe souvent d'être le ministère du football, nous allons vaincre ce signe indien. Et partout où nous avons actuellement des stades, que ce soit surtout des stades de proximité, on fait tout, si l'espace le permet, de faire d'autres disciplines, telles que le basket, le volley, le handball, le maracana qui est actuellement en vogue, et même pour la petite enfance, on essaie de faire un petit espace pour les enfants. Par exemple, quelqu'un vient avec ses enfants, et aussi une place pour le workout street là. Et ça, c'est les coins de jogging en plein air comme à Dakar. On a plus ça dans tous les stades actuellement. Donc cela veut dire que si quelqu'un vient avec ses enfants de 3 ans, pendant qu'il est en train de balancer là-bas, marche avec son manoir, l'autre est en train de jouer au basket ou au volley, lui est en train de prendre du poids là-bas ou bien de s'exercer. Donc toute la famille est en mouvement en un même lieu. Voilà. Alors, Ablaye, avant vos questions, quand on prend aujourd'hui la situation des infrastructures dans son ensemble, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui vraiment de finir ce stade, même si ce n'est pas encore à votre charge de façon intégrale, mais c'est quand même de votre ressort? Non, il n'y a pas d'amalgame. Le stade 27 et Nongo sont les patrimoines de l'État à 100%. Et actuellement, les travaux sont assurés par le budget national de développement, BND. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté pour cela. On a commencé les 2 stades. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que le stade soit livré cette année. Quand si vous prenez par exemple le stade 28 septembre, là-bas c'est un peu plus compliqué parce qu'il fallait prendre complètement tout ce qui est gros œuvres, le maçonnerie a été complètement. On a laissé que les structures, c'est de la poutre, les poutres et les poteaux. Sinon tout a été repris. Que ça soit, vous le savez très bien. Au niveau de Nongo, on ne voit pas ça parce qu'on n'a pas touché à la maçonnerie en grande partie avec Nongo. C'est seulement les chaises qu'on va changer, et les zones mixtes, la pelouse, les tables d'affichage, l'électricité, la plomberie, surtout les toilettes.
Parce que les toilettes ne respectaient pas l'intimité des gens. C'était un pays à la chinoise, comme on dit, entre guillemets. Il faut reprendre pour mettre des chaises à l'anglaise. Et ainsi de suite. Là, on ne voit pas très bien de l'extérieur la rénovation du stade. Mais pourtant, pour le stade de 28 septembre, là, c'est comme ça, tout a été repris. Là, dès que tu es sur le chantier, tu vois directement que tout bouge. Et Nongo, c'est à l'intérieur. Et je répète encore, c'est pris par l'État entièrement. Et les moyens ne font pas défaut. Mais vous êtes aussi l'État. Alors vous, si ces deux stades-là sont à la charge de l'État, maintenant, où se trouve votre champ d'application? Où on peut attendre de votre expertise? C'est nous qui élaborons le projet, c'est nous qui l'exécutons, c'est nous qui veillons sur la bonne marche de ces travaux. D'accord. Notre direction, le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est le maître d'ouvrage. Dans un projet, vous avez le maître d'œuvre. En Guinée, ça c'est la CGP. Et le maître d'ouvrage, c'est le département ministériel. Et nous sommes maîtres d'ouvrage de ces ouvrages, de ces chantiers. Voilà. Ablé, oui. M. Kourouma, on le sait ici, avant Kéamou Bogola Abba, le ministre Béa était là. Et la Guinée était candidate pour l'organisation de la CAN. Le ministre Béa nous avait fait savoir que CAN ou pas CAN, son département en tout cas, allait doter la Guinée de stades. Et ça, c'est ma première interrogation, où nous en sommes aujourd'hui, puisqu'il y a eu des sites qui ont été choisis, viabilisés pour cela. Et après, quel est le rôle réellement qui vous revient en tant que direction nationale des infrastructures sportives? C'est quoi réellement votre mission pour, en tout cas, ce département? C'est un service qui est attaché au cabinet. Nous veillons, c'est nous qui programmons les fonds de planification. Nous les programmons, nous participons à l'évaluation des budgets qui doivent être utilisés pour la rénovation ou bien la construction de ces infrastructures. Et nous veillons aussi à la qualité et aux normes requises. Et après, toujours, ma première préoccupation, pour revenir à votre question, plus de 60 ans, nous sommes indépendants. Mais jusque-là, la Guinée, le Sili ne joue pas à domicile. Et ça près de plus de 3 ans maintenant. Et jusque-là, on n'a pas de stade approuvé par les instances du football. Ce que je voulais vous dire d'abord, comme à propos de la CAN, effectivement, vous avez raison. On avait identifié 6 sites. Il y avait Bokeh, il y avait Kindia, il y avait Labé, Kankan, Zédékouré. Donc, les 6 sites, on devait faire en principe 7 stades. Même, il y a aussi en Somalia. 5, oui, nous reviens. On devait faire 7 stades. 5 à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, ça, c'était à Zédékouré avec 15 000 places. Kankan, 20 000 places. Labé, 15 000 places. Kindia, 20 000 places. Et Bokeh, 15 000 places. C'était les 5 stades de l'intérieur. Plus maintenant, ce qu'on devrait faire à Conakry ici. Au départ, c'était rénover le stade 28 septembre et le stade de Nongo. Évidemment, on a trouvé une place, comme vous dites là, en Somalia, oui, qui fait 15 hectares, où on devrait faire un nouveau stade. Quand on a retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique à la Guinée, le gouvernement a été clair. Il a dit, avec ou sans CAN, nous allons continuer à faire nos infrastructures. Il a été juste question de diminuer, de redimensionner le projet. Parce qu'une CAN, il fallait faire les stades, les hôtels, les routes, les hôpitaux, ainsi de suite. Il fallait alors redimensionner, c'est-à-dire que c'est diminuer la taille. De se focaliser juste sur les stades, même pas les stades d'entraînement ou les villages CAN. Donc, pour le moment, on a prévu de faire progressivement, c'est-à-dire on va prioriser Zédékouré, 15 000 places, Kankan 20, et Labé, 15 000 places. Et progressivement, ce qui est prévu pour le département, et progressivement, nous allons continuer avec Bokeh et Labé. Maintenant, ce qui est maintenant en cours, c'est le stade. Là, les 2 stades-là, ça avance, vous le sentez très bien, le stade de septembre. On a fini complètement avec le rejet, complètement. Le second rejet, c'est fini, c'est avec le système mécanique, le système électrique, la plomberie, tout est fini. On a fait le gazon a été sémé. On continue à faire la tonde, les tonnes du travail là-bas, quotidiennement, donc pour tondre le gazon. Et même à plus loin, on a commencé les finitions, parce que comme là-bas hier, on a commencé même déjà à faire le masticage, c'est la finition avec la peinture et autres. Donc là, le rythme est très très appréciable. Idem que le stade de Nongo. Pour Nongo, là, on ne voit pas de l'extérieur, parce qu'on n'a pas touché. En tout cas, moi, je ne suis pas loin de Nongo, mais au Cambrouis, quand tu passes, réellement, à l'intérieur, qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est pas comme au stade là-bas, on a cassé tout. Tout a été cassé, on a laissé que les structures, c'est-à-dire les poteaux, et les poteaux et les poutres. Là, tout a été repris pour répondre aux normes. Il fallait faire des 4 vertières identiques. 28 septembre. Oui, 4 vertières. Bon, parce qu'il faut permettre au stade de recevoir 2 matchs. Le temps pour
comment on appelle ça, de nettoyer. On va mettre les équipes dans d'autres, les vestiaires réserves. Donc ça a tout été repris, que ce soit la salle antidopage, le salon VIP. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a augmenté le niveau. Même maintenant à 3 niveaux. Ouais. C'est-à-dire vous avez le rez-de-chaussée, vous avez le premier étage et le deuxième étage. Avec le lounge 14, c'est-à-dire 7 de part et d'autre, sans oublier les loges VIP et VVIP. On a même inséré aussi les cases d'ascenseur. Oui. En plus de ça aussi, il y a maintenant qu'on appelle 3 passerelles. 2 sur les flancs et une passerelle au milieu. C'est vraiment la nouveauté. Ouais. Et elle sera de catégorie 3, tandis que environ 10 000 places assises. Et au niveau de Nongo, ça sera à 50 000 comme d'habitude. Bon, ça va diminuer un peu. Alors que l'entreprise contractante, excuse-moi, l'entreprise contractante disait que bien avant, parce que le ministre, la dernière fois, nous y étions avec lui, que l'objectif c'est avant le 21 mars, puisque nous devons recevoir la Somalie ici. La Somalie ici, le 21 mars, et on disait que tout doit être fait avant cela. Non, le ministre nous avait répondu, on lui a posé la question, puisqu'on a fait le tour avec lui. Et donc c'était le 22 décembre, un dimanche. On a fait le tour avec lui au stade du 28 septembre. Que l'objectif, c'est de recevoir ce match-là pour le cadre des éliminatoires du mondial. Voilà, parce que peut-être on fait allusion, comme on le voit, pour le moment, la pelouse Ablaye, la pelouse peut-être OK, mais voilà, mais pour le moment, tout ce qui est puisque les chaises ne sont pas encore fixées. Non, ça on ne peut pas pour le moment, en tout cas penser au mois d'avril, au mois de mai. Non, pas possible. Je comprends très bien, il faut comprendre le ministre. Il est venu booster les infrastructures, il faut le connaître. Ouais. Il est venu booster. On travaillait avec son arrivée. Ouais. Vraiment, les chantiers ont pris une accélération. Franchement, il faut le dire. Il faut comprendre aussi, c'est un moyen pour lui de mettre pression sur l'entreprise. Il est animé d'une arme qui le pousse à mettre la pression sur tous les acteurs. Est-ce que tous les moyens sont réunis pour permettre à l'entreprise vraiment de respecter le délai? Pas plus tard que juste un jour avant la sortie du gouvernement pour le Zéro Corée et Cancan et tout là, on a fait une réunion de haut niveau où tout a été balisé pour mettre vraiment les moyens à la disposition du département. Là, les moyens ne feront pas défaut. Parce qu'il faut retenir dans ces choses pareilles, c'est la volonté politique. Ça, il ne faut pas se leurrer. Sans volonté politique, il n'y a pas de grand ouvrage. Alors, et là je finis. Je finis. C'est le lieu de le dire. Oui. Depuis que le président est venu, ça, il faut le dire, il en a fait son cheval de bataille. Donc, actuellement, les moyens sont à notre disposition. Le Premier ministre, quand il est venu, il s'est attaqué directement aux 2 stades. Et le ministre aussi, il est tellement dynamique qu'il est même prêt à dire c'est demain, après-demain. C'est cette arme-là qui l'anime. Donc, à vous entendre, comme par le passé, il y avait un problème de décaissement des fonds pour les 2 stades, et de surcroît pour même 28 septembre, l'entreprise en charge du chantier, c'est elle qui avait préfinancé et rien n'était fait. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, comme vous l'êtes en train d'expliquer, il y a quand même quelque chose pour encourager l'entreprise afin vraiment encore d'accélérer et partir au plus vite que possible? Non, ce qu'il faut retenir, dire que non, tout a été fait. Vous savez, un produit de telle envergure, il y a toute une procédure à suivre. N'oubliez pas qu'actuellement, le gouvernement actuel, il est tellement regardant sur la procédure. Ouais. Et quand je prends la procédure pour faire passer un projet et une étude au niveau de l'HCP, il faut suivre. Il faut suivre de près. Le circuit financier, tout ça là. Il y a des études. Sinon, on est en bon, le timing est bon, mais un tel projet, il y a tellement de préalables qu'il faut d'abord, comment on appelle ça, respecter avant de continuer. Sinon, la construction elle-même ne prend pas tellement de temps qu'on le passe, mais c'est tous ces aléas à la réunion qui font souvent qu'il faut se stresser. Sinon, dire que sur les sites ont bougé très bien depuis là. Voilà. Bon, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est la question qui taraude beaucoup de personnes, Ablaye l'a signalé, ce sont les délais d'exécution. Parce que moi, mes informations, avant qu'une entreprise ne commence les travaux, l'entreprise va en parler avec le maître d'ouvrage, la date de délai d'exécution. Est-ce qu'à ce niveau, les entreprises qui sont en train de travailler, ils ont donné une date sur la copie, sur les documents? Est-ce qu'il y a une date de délai d'exécution? Et deuxièmement, vous avez parlé au niveau du stade du 28 septembre qu'il y a des charges permanentes, des charges qui ont été rajoutées. J'entends de niveau, je parle d'ascenseurs et tout ça. Je pense que c'est des surcharges qui ont été augmentées. Est-ce que les entreprises vous ont rassuré est-ce que les poteaux et les poutres vont continuer à résister sur ces surcharges? Justement, c'est une bonne question. Elle est technique, mais c'est très bon de le dire. Le stade a été construit à 100 ans, jusqu'à 185. Donc avant d'attaquer, on a d'abord fait une étude. Il fallait venir voir tous les compartiments pour faire des études, pour voir les parties qui ne tiennent pas.
Et toutes les parties, il y avait un minimum de doutes. On été renforcés, cassés mais renforcés. On a fait des nouvelles structures, c'est-à-dire des nouveaux poteaux, des nouvelles poutres, et ainsi de suite. Ça a été renforcé. Donc, ça a été renforcé, donc ça n'a pas de problème. L'autre question, ce sont les délais d'exécution avec les entreprises. Mais bon, ce que je vous dis, le planning en matière de construction, il est dynamique. Il peut être revu à la hausse, en bas, comme derrière ce qui est prévu. Donc, nous, ce qu'on a prévu, parce que comme je dis là, il y a tellement d'aléas, problème, comment on appelle ça, le circuit financier, avec la CGP, ainsi de suite, mais il fallait valider ça. Donc, une fois que ça commence, là, tout va comme sur une roulette. Actuellement, pour ne pas, au bas mot, nous sommes en train de mettre le budget double pour que cette année, les ouvrages soient livrés à la population. Et je pense que ça sera livré cette année. Le stade, c'est pas que le foot seulement. D'autres disciplines doivent avoir leur place. Et on parle aujourd'hui de dégager l'espace là qui va jusqu'au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen pour agrandir l'espace et mettre l'aréna, bien sûr. Et par rapport à ces travaux annexes là, comment ça va se passer? Je vous explique. Le stade de 26 septembre, le contrat a deux volets. Il y a un volet qui concerne le stade proprement dit, la pelouse et le bâtiment qui l'abrite, c'est-à-dire les gradins, les escaliers, tout ça. Ça, c'est en 6 mois. Il y a aussi un bâtiment annexe qui doit être fait en 12 mois. Ça concerne quoi? Ça concerne un bâtiment R+1. Ce bâtiment-là, ça va servir à caractère... On va l'utiliser pour des fins administratives et sportives. Parce qu'on a eu des salles aussi pour le sport. On va faire aussi un hall omnisport. Nous n'allons pas parler de palais, parce que le palais c'est un peu plus costaud, plus dur. Nous allons faire un hall omnisport où on va pratiquer toutes les disciplines de combat, que ce soit le sambo, le karaté, le taekwondo, le judo, ainsi de suite. La nouveauté est aussi qu'on va reprendre totalement la piscine. La piste Maracana sera rénovée pour qu'elle réponde aux normes olympiques. Et ça, on voulait aussi quelques blocs de votre toilettes. direction, c'est celle-là qui est chargée, en tout cas, de nous doter d'infrastructures. C'est elle qui élabore la politique pour le département. Et voilà, aujourd'hui, on ne parle pas de palais des sports en Guinée. Et ça date de longtemps. Les ministres qui se sont succédés ont fait un peu leur bâton de pèlerin, mais c'est des projets qui n'ont pas vu jour. Et aujourd'hui, quelle est votre politique par rapport à cela? Comme je l'ai toujours dit, je regrette de le dire, la Guinée est le seul pays qui n'a ni parlé de culture, ni parlé de sport, ni parlé de jeunesse. Et comme c'est des gros projets, le gouvernement actuel a essayé de résoudre ça partiellement. En faisant quoi? Le hall sport que je parle là, il a valeur presque d'un palais de sport. Parce qu'on va pratiquer. N'oubliez pas que c'est un palais de sport de 4500 places. Et actuellement, on est en train de faire des études pour qu'on remonte à 10 000 places. Mais ce n'est pas encore acté. À date, le contrat de base ne prévoit que 4 500 places. Ce palais-là, le lieu est indiqué, trouvé? Là-bas où tu vous dis, effectivement, là où on va casser... Ah, vous parlez du hall? Le hall on sport, là. Okay. Effectivement. Soit on dit hall, ce n'est pas seulement où on va avoir les poteaux. Non, il y a aussi du béton et en partie aussi de construction métallique. Seulement, comme il n'est pas 100% béton, c'est pas, on ne parle pas ici de palais en tant que tel. Ce que je vais ajouter aussi, ce qui est important à dire, Djibril le sait, au niveau des émergences aussi, on a des halls on sport là-bas, que ce soit à Sangoya. Comme émergence. Et je vous dis, le bâtiment qui abrite on sport de Koza, c'est l'un des plus grands bâtiments de la Guinée. Parce que sa portée est de 44 mètres. Je ne vois pas un bâtiment actuellement. Et une portée, c'est la distance entre deux sports. Il n'y a pas de poteau intermédiaire. Tout à l'heure, là, on a vu les images. On est en chantier. C'est l'un des plus grands bâtiments. Je passe là-bas souvent. Est-ce que l'espace qui est entre le bâtiment dont vous parlez là, il y a un petit commissariat à côté. L'espace là, c'est pour un terrain de foot ou encore de tennis? Pour parler de cette émergence, moi je dirais en termes de propriété intellectuelle, c'est la marque déposée de la refondation chez NRD. Parce que c'est un équipement collectif qui prend en compte toutes les préoccupations de la jeunesse. Donc, à l'instant même, il y a l'aspect. Sangoya. Il va jouer le rôle d'infrastructure socio-éducative. Il va jouer l'aspect infrastructure sportive. Parce que notre département a 3 rôles essentiellement en matière de politique. C'est la jeunesse, l'emploi jeune, l'emploi jeune et le sport.
territoire de national de notre ministère. Donc, dans ce bâtiment-là, il y aura 3 grands bâtiments, comme vous le dites. Il y a un bâtiment R+1, un bâtiment R+1. Ce bâtiment R+1, en bas, vous avez des boutiques. En haut, vous avez des start-up. Voilà, ça c'est au niveau justement. Ça, c'est des incubateurs pour les jeunes, pour leur première, effectivement. Pour leur première, ça, c'est le hall on sport. Ça dépasse, voilà, complètement couvert. Et vers là-bas, maintenant, vers la station, vers Camp Carrefour, tout l'espace là, c'est fait pour les sports de main. Basket, volley, hand, tennis et un peu le maracana. Sans oublier, vers la fin, vers Koza aussi, on a un stade à gazon synthétique de 1200 places assises de football. Donc ce complexe-là va résoudre beaucoup de problèmes en ce qui concerne la pratique du sport. Qui est aussi en chantier. Qui est en chantier. On a fait aussi une miniature, entre guillemets, à Sangoya, la même chose. Tellement que le gouvernement est satisfait de ça, on a implémenté cette année d'implémenter ça dans l'intérieur du pays. On a commencé par les 4 capitales régionales, c'est-à-dire Kindia, Kankan, Labé et Jérôme. Le projet est très mûr. Et certainement, cette année, on va lancer ces travaux-là aussi. Bien. Alors oui, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pensé aux entretiens? Parce que c'est ce qui nous fatigue en Guinée. On a vu le stade du 28 septembre au niveau de l'annexe, il y a l'abandon. Général Lansana Conté, pareil. Est-ce que vous avez quand même une stratégie pour que ces infrastructures arrivent à être entretenues? Justement, on a essayé d'éviter des fêtes des éléphants blancs. Je prends juste un exemple. On a construit l'année passée une maison de jeunes à Sovonia. Flambant neuve. Jusqu'à présent, elle n'est pas inaugurée. Le ministre dit que tant qu'il n'y a pas un modèle économique bien établi, qu'il ne va pas l'ouvrir. Donc les choses ont changé. Actuellement, il y a une commission qui est mise en place pour travailler sur le modèle économique qu'on va implémenter au niveau des statistiques. Parce que n'oublie pas que c'est des milliards qu'on a investis. Donc, et le stade de Fodefissa à Kindia. Fodefissa est actuellement aujourd'hui à 85%. Donc, ça, c'est Fadez qui... Bien sûr, voilà, avec le BND, effectivement. Avec Très le bien. BND. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on est venu, nous sommes dans une transition. La Direction nationale des infrastructures a aussi des projets, mais aussi des activités à faire. Depuis que vous êtes venu, parlez-nous un peu de votre bilan. Qu'est-ce qui a été fait pour le moment? Parce que les gens pensent qu'il y a aussi le sport. Maintenant, si à ce niveau, on vous donne peut-être 0,5, il y a d'autres peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc, et je prends d'abord au niveau de stade de proximité. Peut-être que les gens ne voient pas. À Conakry, nous sommes sur 8 stades. Est-ce que les chantiers ont démarré? Oui, effectivement. Et on a cette année, cette semaine, on a même commandé le gazon. Et ce qu'il faut retenir, tous les stades maintenant, qu'ils soient stades nationaux, préfectoraux, proximité ou régionaux, seront dotés de gazon ou naturel ou synthétique, surtout synthétique. Même ces proximités. Donc, en parlant de ces infrastructures, nous sommes actuellement avec Cameroun, au niveau du pont. D'accord. On a commandé il y a une semaine, il y a 5 jours, le gazon pour là-bas. Il s'est doté de gazon synthétique. C'est bien, une bonne nouvelle. Et Yambaya Bougie, la même chose. Dapompa, Bonfin Niger, Taouya, d'accord, et Sonfonia. Mais est-ce que vous avez pensé aussi au stade annexe du 28 septembre aujourd'hui, qui est dans un état... Qui représente un danger. Voilà, parce que quand vous regardez, on dirait que nous sommes dans une boucherie. Oui, effectivement, vous avez raison. Là-bas, il y a un problème administratif qui se pose, parce que c'est un stade qui a été offert par un des ministres, qui ne parle pas en 2006, à la Fédération guinéenne de football. Oui. Ah, mais il y avait un projet, dans le cadre de quoi? D'un projet. Non, il y avait le projet GOAL. Oui. Actuellement, il y a une commission qui a été mise sur place. Il y a une première inspection qui a regroupé tous les débats. Oui, mais Massonou, on ne doit pas parler de problème parce que quand vous prenez les documents qui ont, en tout cas, qui ont approuvé pour la mise en place de ce stade à la disposition, bien sûr, de la Fédération guinéenne de football, s'il y a un temps, et quand vous prenez 2006 à 2025, pratiquement, ça fait maintenant plus de 18 ans ou 19 ans. Donc, est-ce que... Justement, nous sommes dans un état de droit. Voilà. Vous posez un problème déjà. Voilà. 10 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, il faut mettre une commission sur place,
passer au Les pays. infrastructures, d'abord, c'est l'État. Je suis d'accord. Après, peut-être sa gestion, on peut parler autrement, mais pour... Effectivement, vous dites que 2 ans, 8 ans, l'État, qu'il y a quelque chose qui... Donc, il faut qu'on a déjà mis sur place. J'ai fait une première inspection et je pense que très bientôt, ça va revenir en nous et on va procéder à sa rénovation. Alors, pour finir rapidement, il y a, tout à l'heure, la question a été posée, mais peut-être ça a été mal posé, je ne sais pas. Alors, depuis que vous êtes venu, vous avez inauguré combien de maisons de jeunes ou construit combien de maisons de jeunes? Si ces maisons existent, quels sont les quartiers? Alors, au-delà de cela, est-ce qu'il y a eu d'autres infrastructures? C'est très simple. Allez-y à Bellevue. Je crois que c'est Bellevue. Bellevue École, c'est ça? Voilà. Bellevue École. D'accord. On a construit une maison de flambant neuf. D'accord. On vient de construire aussi, comme j'ai dit, la Symphonia. Là, on veut juste voir clair pour ne pas qu'on donne comme ça aux gens. Et puis, le problème d'entretien ou de maintenance va faire, comme disait tout à l'heure, M. Diallo. Oui. Une fois qu'on va construire, même si c'est un stade de proximité, on va mettre un modèle économique. Nous avons fait des voyages d'études pour ça en Côte d'Ivoire avec les Agora. On est en train de voir maintenant comment gérer ces choses-là. Mais on a vu à Tamara, par exemple, on a inauguré une maison de jeunes à Tamara. Je suis d'accord avec vous, mais les jeunes ont posé des doléances. D'abord, comment il faut équiper, voilà, comment est-ce qu'il faut les aider à ce que les autres aussi viennent peut-être faire des soirées dedans. Il y a toutes ces questions. Ils ont raison, mais c'est des vieux projets. Des projets qui datent de 2011, 12, 13. Actuellement, quand on fait une maison des jeunes, non seulement elle est équipée, mais on fait aussi des plateaux d'animation sportive à l'intérieur. C'est-à-dire vous avez des plateaux pour le basket, le volley, un restaurant. Dans toutes les nouvelles choses qu'on va construire, qu'on est en train de construire. Voilà. Donc les choses ont changé. Ces jeunes-là, ils ont raison. Parce qu'on ne peut pas construire une maison, tu ne l'équipes pas, évidemment, elle va tomber en ruine. Donc actuellement, tout ce qu'on construit comme maison des jeunes, elles sont non seulement équipées, mais aussi il y a aussi des autres infrastructures connexes qu'on met là-bas pour la pratique des sports et autres. Voilà. Pour finir, où en sommes-nous, Ablaye, si tu me permets, le projet d'incubation de Taouya? Parce qu'il y avait un projet qui était aussi de ce côté pour permettre aux jeunes filles ou encore d'autres personnes de venir pratiquer la couture, voilà, tout ce qui est comme les métiers de couture. Oui, c'est un modèle de réussite de notre département. Oui, où en sommes-nous? Ça fonctionne, il n'est pas encore mort. Les gens sont là-bas tous les jours. Et pour dire même, quand on avait le problème avec le siège, parce que le département avait deux bâtiments en location, un bâtiment pour le sport et un autre bâtiment pour la jeunesse. Quand on a fermé, vous l'avez entendu, le bâtiment pour la jeunesse, c'est là-bas que le directeur de l'Agence nationale de l'emploi s'est installé. Donc il est en bonne fête. C'est avec, je crois, l'aide de l'Union européenne. Donc ça fonctionne normalement. Les gens viennent là-bas pour apprendre les premiers métiers. Il n'y a pas de l'ambiguïté autour de ça. Voilà. On va revenir toujours sur les infrastructures. On le sait bien, c'est pas que le foot. Les autres disciplines, ça se pose avec acuité, ce problème-là. Et après l'étape de Kindia, pour la rénovation du stade et toutes ces installations qui vont avec, après Kindia, l'étape c'est où? On le sait tout récemment, la FEGIFOOT a bénéficié d'un apport de la FIFA pour l'installation de 3 pelouses à gazon synthétique. Je vous plante le corps en 3 mots. Au niveau des stades nationaux, nous avons les 2 stades en construction, en rénovation, pour mettre aux normes FIFA. Au niveau du stade de proximité, on a 8 à Conakry, dont j'ai cité là, et 4 à l'intérieur du pays. 4 c'est Guéguédou, Kerouani, Tougui et Mali Yemberen. Qui n'a rien à voir avec le projet. Non. Il y a 12 terrains de proximité en construction actuellement. 8 à Conakry, 9 à l'intérieur du pays. Et le 8e à Conakry ici, c'est Wanindara. On a fait ça avec l'aide de PNID, qui est très très avancé aussi. Ça, c'est au niveau du stade de proximité. Donc, environ, je vais dire 13. Au niveau des stades préfectoraux, on est à 85% à Kindia. Et on a déjà ouvert les offres pour le stade préfectoral de Bofa, de Koubia, et un grand stade de proximité au niveau de Dubreka. Ça, les appels d'offres ont été ouverts même. Nous sommes maintenant au niveau des évaluations. On le sait, par exemple, à Dubreka, il y a un stade préfectoral, il y a même une tribune qui était en chantier. Mais effectivement, le gouvernement maintenant a dit on va faire tous les 33 préfectures. On a les études bouclées. Par exemple, pour la forêt, on a fini complètement avec les études de Lola et de Beila. Et je finis. Maintenant, pour la FIFA. Comme vous savez, c'est un projet qui dormait là-bas il y a longtemps, des années, avec la FIFA. Il faut mettre ça à l'actif des équipes dirigeantes, qu'elles soient sportives ou gouvernementales. C'est avec la bonne collaboration entre la fédération et le gouvernement qu'on a pu tirer ça. Et quel était aussi le critère?
La Guinée a 7 régions administratives. Seules les 3 régions-là n'avaient pas de gazon synthétique. C'est-à-dire Zéro-Corée, Farana, et il n'y avait qu'une région il y avait qu'une préfecture qui avait le gazon synthétique. Et c'est nous qui avons aussi donné le terrain, le foncier à la fédération. Maintenant, à ce niveau, pour le cas de Farana, d'abord, Mamoun Farana Zéro-Corée, on dit clairement dans le projet que la FIFA a juste décaissé, je crois, même montant $1,885,000. C'est de faire juste la pelouse à gazon synthétique, peut-être faire aussi la clôture, mais pas à mur. Alors, vous, qu'est-ce que la population peut attendre de votre direction pour peut-être, il ne reste que de mettre en place une petite tribune, mettre la clôture, pour que quand il y a des matchs du championnat et autres, qu'on paye quand même les tickets, et ça peut être un peu rentable pour les différentes préfectures. Il y a aussi un exemple frappant. Je vais te parler de Wanidara. Oui. Wanidara a été fait avec l'aide de PNUD. D'accord. Je crois 1,2 milliard comme ça. Mais le gazon synthétique aussi. Oui, effectivement, bien sûr. Je vous dis, avec ce régime, il n'y a pas maintenant de terrain, même si c'est entre 2 maisons là-bas, sans gazon. Il n'y en a pas. Dès que vous entendez seulement terrain, il faut dire gazon. Il faut être clair avec ça. Donc, ça c'est clair. Maintenant, Wanidara, c'est avec 1,2 milliard. On a eu avec le. Mais le projet coûte 8 milliards. Donc, le reliquat, c'est l'État. Donc c'est juste. Comme c'est pas 100%, on va travailler avec la fédération pour comment améliorer ça. Parce que pas juste la pelouse et la grille de protection pour un tel bijou. Donc, il faut mettre toutes les commodités possibles pour rendre non seulement rentable les stades là, mais aussi pour que ça soit bien. Alors, pour finir rapidement, oui. Alors, vous avez une voyant question. Les études d'avant-projet, est-ce que vous pouvez rassurer à la population guinéenne d'ici combien d'années que la Guinée ne va plus se plaindre de problèmes d'infrastructures sportives? Ce problème, il est multiforme et très complexe. Parce qu'il y a un problème. L'année 2025, c'est une année de chantier des infrastructures sportives. Ça, comme je vous l'ai dit déjà, on est déjà sur 12-13. Au bas, il y aura au moins 9 d'ici la fin de l'année, parce qu'il faut compter certaines étapes, on ne sait jamais. Il faut compter sur 9 qui vont finir. On va commencer les stades préfectoraux. Là, aujourd'hui, c'est Mamou. Il y a Mamou, il y a Bofa, il y a Koubia et un train de proximité à Dubreka. Et on continue avec les autres régions. Progressivement, selon les moyens qu'ils vont mettre. La Guinée va recevoir son match à Conakry, au stade 28, le 21 mars prochain. J'ai tellement dit ça à vos confrères. Comme vous le savez mieux que moi, peut-être vous êtes journaliste, il y a un temps d'équipe, il y a un timing pour informer la fédération de l'heure ou du lieu où vous allez jouer. Ça, c'est quoi, 1 mois ou bien 2 mois à l'avance, je pense. En tout cas, le temps qui est imparti, je pense que déjà ce n'est plus possible à Blaye. Déjà, on a l'information comme quoi le match de la Guinée contre la Somalie, ça sera au stade Ibimpe de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on nous avait dit il y a plus d'1 mois. Peut-être que c'est Ibimpe. C'est ce qu'on nous a fait croire. Voilà, alors qu'il y a plus d'1 mois, on nous a fait savoir que certainement là on va jouer. Il faut encore patienter. Voilà. Monsieur Diallo, comprenez, mon ministre, il est animé d'une certaine hargne, d'un certain dynamisme là. Il le pousse à mettre la pression sur l'entreprise pour travailler la nuit. Actuellement, c'est la saison sèche. L'entreprise peut travailler même la nuit. Double, triple les équipes. Et là, c'est cette hargne-là qui l'anime. On le souhaite vivement. On ne veut plus attendre qu'on nous parle du problème de pluie. Parce que on peut le faire maintenant là. Effectivement. Peut-être comme au stade du 28 septembre, c'est un gazon naturel. Peut-être la pluie vous permettra encore de bien arroser. Et puis voilà. Tous les stades sont naturels. Les 2 stades nationaux, tout est naturel. Voilà. Après 28, le stade de Nongo. Cet éléphant blanc, comme vous appeliez le chantier, ça évolue, ça travaille. Je parlais des 2 stades. On n'a pas fait attention. Non, moi j'ai bien. Les travaux, c'est à l'interne, puisque je l'entends te rappeler on est actuellement. Je loge pas loin, mais aucun bruit d'une machine. Ce que vous devez savoir, 65 à 70% des sous qui entrent en Guinée là-bas sont à l'import. D'accord. Du budget. Vous imaginez 50 000 chaises individuelles importées, des panneaux publicitaires. Tout est OK, c'est 50 000 chaises là. Tout est bouclé. C'est ça? Tout est bouclé. On a 10 000 actuellement sont sur la mer pour Conakry. Une très bonne nouvelle. Alors, rapidement, votre mot de la fin. Aujourd'hui, ce que les gens peuvent attendre de vous pour, en tout cas, nous permettre, vous avez déjà informé les différents jeunes qui sont dans les quartiers, vous avez cité Dapompa, Wandra et tant d'autres. Peut-être 5 mois après, on aura la chance peut-être de voir ces différents quartiers-là
avec des gazons synthétiques, si tel est le cas, voilà, un message d'encouragement, mais aussi de les promettre qu'effectivement, cela peut arriver. Ce que je peux dire, c'est que ce qui est important dans tout ce que nous disons, c'est la volonté politique. D'accord. Comme disent les gens, on dit que le budget est la politique chiffrée. C'est ce que la politique veut, c'est qu'on chiffre pour en faire un budget. Okay. Donc si la politique est là, tout est possible. La première des choses, c'est ça. Le gouvernement actuel, à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, en a fait les infrastructures d'une manière générale. Et celles sportives en particulier, son cheval de bataille. À nous de jouer notre part, notre partition. Deuxièmement, nous allons dire à la population d'être un peu patient. Tu peux avoir la fortune du monde, mais en construction, il y a des délais qui sont incorrectibles. Le béton, il doit être né, il grandit, il vit un jour, il meurt, c'est comme un homme. Oui. Donc quand tu le poses, il faut attendre 28 jours, que tu aies l'argent ou pas. Oui. Même tu as la fortune du monde. Donc ce sont ces délais incorrectibles qu'il faut souvent tenir compte pour promettre aux gens. Toute la fortune du monde. Mais quand tu peux, il faut attendre 28 jours. Donc, un peu de patience, je pense que nous allons résoudre le problème d'infrastructure en Guinée avec ce régime. Inch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, c'était bien Mamadi Kourouma, il est directeur national des infrastructures sportives, parce que quand on parle des infrastructures, il y a aussi le projet Simandou, on voit des infrastructures, et là également, il y a un autre directeur qui est chargé de non seulement des études, mais aussi la mise en place. Alors lui, c'est bien, il est directeur national des infrastructures sportives, tout ce qui est stade, mais aussi des maisons de jeunes et autres qui peuvent en tout cas vous aider à mieux pratiquer le sport de façon générale. Il est le directeur national. Merci à vous, monsieur le directeur. Je vous remercie. Voilà. Merci. Ablaye, on va marquer une courte pause avant de parler du championnat national, mais aussi d'autres actualités sportives. Mesdames et messieurs, c'était bien votre invité, le directeur national des infrastructures sportives, Mamadi Kourouma, qui nous a parlé de tout ce qui a été fait, tout ce qui est en train d'être fait. Pour le moment, l'espoir est là et nous sommes là en tant qu'observateurs, on suit de près. Et ce qu'on voit au stade du 28 septembre de Conakry, pour le moment, il y a l'espoir. Mais ce qu'il faut quand même, en tout cas, dire au peuple de Guinée, c'est pas possible de jouer les matchs, en tout cas au mois de mars. C'est pas possible parce qu'on voit, pour le moment, c'est pas, en tout cas, tenable. Cette date n'est pas tenable. Peut-être contre l'Algérie, c'est possible. On va parler du championnat national de Ligue 1. Abdoulaye, aujourd'hui, on joue la 7e journée. Il y a eu 4 matchs déjà joués. Les 4 matchs joués, la Renaissance Caïman Club de Kamsar a fait match nul contre la SAC de Ségurine, un but partout. Et puis, l'association sportive des Milieux de Sangaridi a été battue par Milieu de Cancan sur le score de 2-1. Afia a battu Wakria sur le score de 2-0. Horea a battu Renaissance sur le score de 2-0 également. Dans ce championnat, en tout cas, après cette journée, il y a des clubs qui peinent quand même à se retrouver. C'est le cas, par exemple, de Wakria de Bokeh. Wakria qui n'a fait aucune victoire dans ce championnat-là. Oui, c'est assez compliqué pour ce club de Bokeh qui, par le passé, il y a 2 saisons, qui nous a toujours habitués, n'est-ce pas, à jouer les premiers rôles dans ce championnat, en faisant ce qu'on appelle le trouble fait, en dérangeant un peu la hiérarchie dans le classement, et voilà, qui est toujours collé au haut du tableau, c'est-à-dire entre les 5 premiers. Oui. Mais il fut un bon moment, le Wakria est en dégringolade, les saisons se suivent et se ressemblent un tout peu au Wakria. Et donc, on a vu après Mohamed Lamine Silla, Leandro, c'est Mandou Diallo qui est venu. Et après qui a rendu même le tablier, puisque les résultats ne venaient pas. Et là, le Wakria, en 7 matchs, c'est 4 défaites, 3 matchs. C'est Koumbassa. Il y a un jeune entraîneur Koumbassa qui est là pour le moment. 3 matchs nuls seulement, aucune victoire glanée jusque-là. Pas à Kamsar, c'est-à-dire c'est le QG désormais de Wakria, pas non seulement en déplacement ici à Conakry. Donc ça devient assez compliqué. Sur le plan des résultats, le Wakria peine. Et tout récemment même, on a vu 2 de ces joueurs qui sont partis en Arménie, pour un contrat professionnel, mais après, ici, ça ne donne pas le jeune Moussa Moïse qui n'est même plus titulaire parce que hier, il n'a pas commencé le match. Qui n'est pas tellement étincelant, qui n'est pas mis en évidence dans les matchs. Le Wakria, certes, dans le jeu, ça circule, mais la finition, ça peine. Et là, si vous enchaînez comme ça des contre-performances, c'est une crise qui s'installe. Et dès qu'il y a la crise, ça sape un peu le moral. Et donc, c'est ce qu'on voit avec le Wakria. Et donc, ça devient assez compliqué à tout point de vue. Mais on se pose même la question où se trouve le vrai problème. Pourquoi Mandou Diallo a quitté alors qu'il y a juste 12 points entre lui et le leader? Je pense qu'il avait assez de temps à se relancer dans le championnat.
on n'est pas vers la fin de saison. C'est professionnel. Vous savez, les entraîneurs, le meilleur ami d'un entraîneur, c'est le résultat. Oui, mais certainement, c'est une pression psychologique. Exactement. Ça peut être une pression psychologique. Moi, je ne pense pas que seulement ce sont les résultats. Aujourd'hui, le club est à 4 points. Le leader n'a que 16 points. Il y a juste 12 points entre lui et les leaders. On connaît l'expérience de Manu Diallo. Même si le club ne va pas même si le club ne va pas jouer sur le continent africain, mais au moins, ils peuvent se maintenir. Moi, je me dis, forcément, il y a un problème au niveau de l'administration qui est en train de fatiguer ce club. C'est sur le plan tactique que l'entraîneur doit beaucoup travailler, doit miser sur l'expérience et puis il doit renforcer l'effectif pour qu'ils arrivent à se maintenir. Voilà. Ablaye, on va peut-être donner le classement provisoire après 6 matchs déjà joués. C'est vrai, Afia Football Club, après sa victoire contre Wakria sur le score de 2-0, donc Afia occupe la tête de ce classement provisoire avec bien évidemment 13 points. Donc deuxième, c'est bien la SAC de Sigurine qui a 14 points. A déjà joué aussi la 7e journée. Le Horea a gagné contre la Renaissance sur le score de 2-0 à 13 points. Et puis Milieu de Cancan à 11 points, 7 matchs joués. Renaissance Cayman Club de Kamsar à 10 points, 7 matchs joués. Sangaredi a déjà joué aussi sa 10e rencontre, son 10e match, donc à 8 points. 7e plus. Voilà, 7e, pardon, donc 8 points. Et puis Louba de Télémélé à 6 points, 6 matchs joués. Donc c'est de Kamsar à 6 matchs, 6 points. Flamme Olympique est 10e avec 6 points, 6 matchs joués. Association sportive de Kaloum 11e avec 6 points, 6 matchs joués. Foot Elite 6 points et 4 points, 6 matchs joués. Wakria 13e avec 4 points, 7 matchs joués. Et Sor Academy à 6 matchs joués, 1 point. Ablaye, ce qu'il faut en tout cas dire, on a aussi vu les Kaloumis après quelques matchs joués. L'ASK avait du mal quand même à se retrouver. Mais depuis que le club s'est retrouvé, c'est les victoires voilà, qu'on voit. Et le club qui était dernier, aujourd'hui, 11e quand même. Les Kaloumistes se sont un peu extirpés de la zone rouge qu'ils ont occupée pendant un bon moment, puisqu'en 4 journées, c'est des contre-performances. Et l'ASK avait la mauvaise défense en 4 matchs, c'était 8 buts encaissés et 3 seulement marqués. Et après la 5e journée, c'est là où le déclic est venu. Ils ont gagné, mais contre qui aussi? Le Wakria a assez de bokeh. Et c'est après le match là d'ailleurs que Manu Diallo a jeté l'éponge, a rendu le tablier. Et du coup, les Kaloumistes, le sous-marin jaune a encore enchaîné face à un autre club de bokeh, c'est-à-dire le CI Kamsar. Et donc 1-0. Et c'est un but d'ailleurs qui fera date et qui va rester dans les annales, n'est-ce pas, de ce club-là, puisque c'est un revenant dans le championnat guinéen qui a été auteur de ce but, Ibrahima Sori Sankon. Et voilà, l'ancien du Horea qui est parti en Belgique, ça n'a pas tellement marché, il est revenu au Bercail et il prête service aux Kaloumistes. Et c'est bien beau avoir de tels joueurs qui ont de l'expérience de la compétition, même si au départ ça a été... Il y a aussi Abdelaziz Keita qui revient pour foot titulaire. Voilà, Abdelaziz qui revient. Vous avez Jules Keita même qui revient dans l'AS Kaloum. Et il y a pas mal d'anciens de notre championnat. Aboubakar Silla Iyanga. Et voilà, Mohamed Lamine Souma, certes, par son âge, il est jeune, mais il a duré un peu avec le sous-marin. Il est même parti en France, ça n'a pas tellement marché, il est revenu. Et donc, bon à mal an, l'AS Kaloum se fraye le chemin et les matchs, au fil du temps, arrivent quand même à glaner quelques résultats, puisque avec Désiré Fokou aussi, la pression des supporters était énormissime sur sa tête, le technicien camerounais. Et heureusement, le déclic est venu de cette victoire contre le Wakria et ils ont enchaîné contre le club NC de Kamsar. Et tant mieux pour les Kaloumistes. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, les matchs programmés pour la suite de cette 7e journée sont pour le moment reportés pour une raison que nous connaissons tous. On en parlera avant la fin de cette émission. Maintenant, on va parler de football féminin. Ablaye, déjà, il y a des équipes avec des catégories que nous connaissons. D'abord, le Sili Senior Dames qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, double confrontation contre le Cap-Vert. L'équipe s'entraîne à l'instant même au stade annexe bien sûr de Nongo. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Et ce qu'il faut peut-être se poser comme question, quelle équipe on doit en tout cas concocter pour représenter dignement la Guinée dans ces compétitions, pas être seulement des simples figurants, mais partir effectivement arracher la qualification
et aussi titiller les grandes nations de football africaines? Ça va être assez compliqué. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Depuis un bon moment, il n'y a plus de championnat féminin. Ouais. Ce championnat-là a démarré en fanfare ici. Donc, voilà, on nous a promis, la dame Bérété qui est présidente. On nous a promis mondes et merveilles, mais au finish, il y a quoi? Ouais. On a joué quelques journées seulement, on dit oui, la phase elle est terminée. La phase retour, c'est pour quand? Peut-être pour l'année prochaine. Ouais. Et voilà, vous appelez la dame, vous la demandez, mais il n'y a pas de moyens, ça pleurniche par-ci, par-là, alors que l'avenir du football, quelqu'un l'a dit, c'est le football féminin. Ouais. Et s'il n'y a pas de championnat... Et c'est là que la CAF, la FIFA accompagne beaucoup plus, et aussi le football des jeunes. Évidemment, et s'il n'y a pas de championnat, mais après, vous aurez une équipe bancale, tout simplement. Mais il y a eu même un montant qui a été décaissé par la... Ces petits tournois-là, on a juste la phase à ces petits tournois, ça et là, ça ne va pas faire l'affaire. C'est à partir d'un championnat régulier, un championnat digne de nom, qu'un sélectionneur peut détecter, dénicher des talents et après faire venir d'autres qui évoluent à l'étranger. Est-ce que les pays limitrophes l'équipe même est renforcée. Ablaye, pour votre information, il y a une fille qui est au Maroc, qui est venue. Oui, évidemment. Voilà, elle est capitaine. Mais il y a d'autres qui sont venus de la base. Qui parle de la base parle du championnat local. C'est ça. C'est de là il faut dénicher des talents. Puisque après, si une joueuse a véritablement de matchs dans les pieds et les journées s'enchaînent, elle est bien affûtée, tactiquement, physiquement, elle est bien prête. Et voilà, elle peut répondre valablement. Mais après, on nous dresse une équipe, va t'asseoir, et après, vous allez jouer. Certes, on dit que l'adversaire, c'est le Cap-Vert, mais il ne faut pas enterrer très vite ces Cap-Verdiennes. C'est le premier tour. Hein. C'est Cap-Verdiennes, bien évidemment. Et surtout, on ne joue pas à domicile. Voilà. On joue à Thiès, au stade Lat Dior, pour le match aller le 21, avant d'aller quelques jours après Ya, pour le match retour. Et donc, Kaman Kamara aura beau, n'est-ce pas, avoir la volonté, mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, les équipes n'ont pas le même niveau de véritablement travailler. Il y en a d'autres qui jouaient dans le championnat. Ça devient assez compliqué et les filles n'auront pas le même rythme. Ceux qui sont au Maroc et à côté vont venir renforcer. Mais si ceux qui sont là sur le plan national n'ont pas de compétition, mais ça se reflète automatiquement sur le résultat. C'est ça. Alors, Mazor, c'est vrai, on parle de l'équipe, le Sili national senior dame, mais aussi le futsal. Voilà, futsal aussi qui se prépare pour une Coupe d'Afrique des Nations. La qualification, c'est parce qu'il y a eu d'autres nations qui ont désisté et finalement, on s'est rabattu aux différentes nations comme la Guinée afin de partir représenter. Voilà, compléter aussi la liste. Alors, un mot sur cette équipe national senior dame. Ablaye l'a signalé, hein, c'est sur les mêmes situations. Moi, je me dis c'est un manque de respect à la nation. Comment on pouvait amener une équipe qui n'est pas compétitive, où il n'y a pas de championnat, vous concoctez des joueurs pour partir représenter une nation. Mais ça, c'est très grave. Vous savez, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. La nation n'est pas un club. C'est ça. Il faut d'abord préserver l'intérêt supérieur de la nation. Ces entraîneurs sont conscients, ces filles-là sont conscientes que cette équipe ne va pas progresser dans cette compétition. Mais après, les gens ne vont pas comprendre qu'en Guinée, il n'y a pas d'infrastructure. On va dire que c'est la Guinée qui a perdu. Donc, il faut que le ministère des Sports arrive à faire très, très attention sur des disciplines qui ne sont pas en activité. Et si des équipes qui ne sont pas dans une compétition, de partir représenter une nation, c'est l'image de la nation. C'est une situation nonchalante. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, le football féminin en Guinée n'est pas considéré. Ablaye l'a réitéré, on a commencé des mini-tournois, ça n'allait pas du tout. Et puis, ce qui est encore grave, ce sont des filles qui abandonnent tout pour pratiquer le football. On connaît la situation, la couche féminine avec la famille. La volonté qu'on voit, les filles là sont motivées, ces filles là sont en vue de jeu. Mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de championnat, on compte des filles pour représenter une nation. Moi, je me dis, en amont, qu'on a perdu, il faut qu'on arrête de se faire mentir dans ce pays. Il faut qu'on arrive à faire très très attention. Il y a l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Il ne faut pas qu'on blague. À l'époque, on ne blaguait pas avec la nation. Quand on te dit c'est toi qui partais représenter la Guinée, sache que tu es bon. Mais aujourd'hui, on est en train de blaguer avec le drapeau guinéen. Moi, c'est ce qui me fait très mal. Parce qu'on dit c'est la Guinée qui a perdu. On s'en fiche pour dire qu'il n'y a pas de championnat à la base. Donc, d'abord, on est tous de la nation. Alors, voilà. Ablaye, futsal, on en parle deux catégories. Même s'il y a aussi les U16,
aussi qui se préparent. On parlera peut-être dans nos prochaines émissions. Les U17. Les U17, pardon. Maintenant, futsal aussi qui se prépare à l'annexe du stade du 28 septembre de Conakry. On voit que là, c'est une compétition qui se jouera au Maroc. Et là, avec tout ce qu'on a vu, le tirage au sort effectué, la Guinée connaît déjà ses adversaires. On cherche maintenant à concocter une équipe et partir représenter la Guinée. Oui, ça me fait vraiment sourire votre préoccupation, puisque là, c'est assez compliqué. Et voilà, donc une équipe qui fait futsal, mais après qui s'entraîne sur la pelouse synthétique. Vous voyez déjà, c'est assez paradoxal. Et on parlait tantôt de problèmes d'infrastructure et c'est à tout point de vue. Déjà, on connaît nos adversaires, c'est l'Égypte et l'Angola. Et c'est des gros morceaux du football dans sa globalité. Et le futsal aussi, c'est une autre entité de football qui a ses règles, qui a ses principes et qui a son aire de jeu, espace de jeu adéquat qui s'y prête à la pratique, n'est-ce pas, de cette autre entité de football. Et maintenant, bon, on va concocter une équipe, on va choisir ça et là, dans le tas, et puis après, on va dire que oui, c'est cette équipe qui va nous représenter. Et finalement, on ira là-bas pour une simple promenade. On dira que oui, après, c'est l'apprentissage. Mais si on n'est pas prêt, vous l'aviez tant rappelé, d'autres nations se sont désistées pour que la Guinée soit là. Mais après, si vous n'êtes pas prêt, mais qu'est-ce qui vous empêche de dire non, attention, laissez-nous prendre du temps qu'il faut, on se prépare pour telle échéance pendant tel temps et la période elle est définie. Rien ne coûte que vous disiez on n'est pas prêt, on n'est pas encore prêt, laissez-nous se préparer tout simplement. Nous sommes et partir pour partir et après peut-être nous sommes des apprenants, on dit il faut d'abord partir apprendre. Après, on reviendra encore. Et si vous apprenez et que l'apprentissage continue, vous ne tirez pas les leçons de l'apprentissage là. Mais c'est un perpétuel recommencement. Ça continuera toujours. Les contre-performances vont s'enchaîner. Et c'est l'image de la nation qui sera ternie, tout simplement. Ablaye, mon coup de cœur, en tout cas ce samedi, c'est aussi la performance de Guirassy. Ce dimanche, autant pour moi. Je dis samedi. Ce dimanche, vous savez, on est encore... C'est bien la performance de Guirassy. Guirassy, aujourd'hui, c'est le joueur le plus vu en Bundesliga. Ah oui, bon, c'est l'attaquant qui a de la fulgurance, l'attaquant XXL, si vous voulez passer l'expression. Il marche sur l'eau et il est performant, il continue, n'est-ce pas, sa dynamique de la saison d'avant. Et il a changé certes de club, mais il reste en tout cas un serial buteur. Et là, c'est bien beau, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas, pour le Sili national de Guinée, pour le joueur même, puisqu'il a été deuxième quand même derrière Lukman Ademola, le Nigérian, pour le Ballon d'Or africain. Et s'il continue comme ça à rééditer de tels exploits, qui sait pour 2025 s'il ne va pas être plébiscité pour ce sésame, en tout cas pour ce Graal tant recherché par les joueurs parlant des distinctions individuelles. Et aujourd'hui, Guirassy, pour les chiffres, en tout cas pour cette saison, c'est 29 matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, en Ligue des Champions, c'est 19 buts marqués. 19 buts marqués, dont 10 en Ligue des Champions. Et pour l'heure, il est le meilleur buteur de la C1. Et voilà donc devant des Erling Haaland, des Kylian Mbappé, des Robert Lewandowski. Et aujourd'hui, dire que oui, c'est un Guinéen qui est là, qui occupe en tout cas la tête des buteurs, en tout cas de la Ligue des Champions, c'est une très bonne chose. Et d'abord, c'est une image, une très bonne image en tout cas pour la Guinée. C'est une très bonne publicité pour le rouge jaune vert. Voilà, c'est notre branding, notre branding national. Voilà, Major, oui. Rapidement, c'est un joueur qui est sous-coté, mais qui est en train de se faire respecter. Parce que là, voilà, il est en train de se faire respecter, il est en train de montrer à tout le monde qu'il est bien. Il n'est pas avec Manchester City. Ça veut dire qu'il n'a pas démérité le Ballon d'Or. Ah oui. Il a été lésé, mais il est en train de rappeler à la CAF qu'il est bien. Il a toujours dans un coin de sa tête le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est toujours là. Ablaye, nous allons finir cette émission par cette triste nouvelle, cette page noire. C'est vrai, la semaine dernière, on parlait de la mort d'un autre acteur du football et non des moindres.
Ali Kader Touré, qui est décédé à Abidjan. Cette semaine encore, une autre nouvelle vient de tomber. C'est la mort du secrétaire général du Hafia Football Club, Ibrahima Sori Ba Marco. Un homme a tout fait pour le club. Quand on nous a informé, je suis resté sans mot, Ablaye. Franchement, c'est comme moi, et puisque là, moi, j'ai reçu l'appel la nuit, c'est Mohamed Bangoura, notre collègue de la section culturelle, qui m'appelle et dit « Ah, attention, Abdoulaye, tu es connecté ?» Et là, c'est Firawa qui a annoncé dans le groupe que tel est mort. J'ai dit quoi? Puisque hier, j'ai suivi avec vous-même Ebitia Condé la première période de Hafia Wakria. Et quand on donnait au revoir à Alouba qui partait pour l'Algérie, justement, dans le groupe des la dirigeants de Hafia, devrait partir. Et là, j'ai pas vu Ibrahima Marco. Non, il devrait partir avec l'équipe. Il était dans la délégation. Oui, effectivement. Je parle du stade même. Oui, au stade Petit Souris, puisqu'il y a eu une petite cérémonie. Oui. On a donné un certificat à Alouba de remerciements avec le public, les supporters du Hafia. Et lui, j'ai constaté qu'il n'était pas là. Et arrivé à la maison, je reçois ce coup de fil. J'ai dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe là? Et j'étais sans mots, vraiment. Ainsi va la vie. Ne meurent que ceux qui vivent. C'est un passage obligé pour tout être humain. Et nous implorons la grâce divine et que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Amen. Il a été tout. Marco de la culture, Marco du sport, avec Podium Magazine, son événement, avec son émission L'univers de Marco qui passait sur la RTG. Tout récemment, il recevait des grands hommes, des grands de la culture guinéenne, des grandes figures de la culture guinéenne. Et là, déjà, avec le Hafia, secrétaire général, et avec la nouvelle saison, il était conseiller principal même du président Kelfara Kamara KPC. Et paix à son âme, dort en paix, cher frère Ibrahima Ba Marco. Ouais, c'est pareil. Hein, moi, quand même, j'étais surpris lorsque j'ai appris qu'il a rendu l'âme. Directement, j'ai appelé Serouna Kamara. On a échangé, il m'a expliqué ce qui s'est passé, qu'il devrait même se rendre en Algérie avec lui. Mais il a signalé qu'il est déjà malade, qu'il souffrait, qu'ils sont partis à l'hôpital. Ils ont parlé de sa maladie, c'est un début. Il faut 2 mois de traitement. Après, ils se sont séparés. Maintenant, c'est le lendemain que Tawel l'appelle, dit « Ah, ça ne va pas avec le général. Le général ne se porte pas bien. » Franchement, tout le monde était surpris. C'est un monsieur, ce que je retiens de lui, il a le verre facile. C'est un très bon communicant. Il a l'art de parler. Il est franchement éloquent. Très gentil avec les gens. Très gentil. Toujours souriant. Voilà, toujours souriant. Il est quand même fidèle avec le projet Hafia. Il n'aimait pas que tu arrives à dire Hafia 77. C'est quelque chose qu'il ne digérait pas. Il faut dire tout le temps Hafia. Donc, on a perdu un grand monsieur, que son âme repose en paix. Amen. Voilà, ainsi va la vie. Et Djibril, pour finir, un autre cas de mort, puisqu'il faut profiter de l'occasion, c'est un des dignes fils aussi du pays, Elhadj Mamadou Bassouma, natif de Koba, dans la préfecture de Dubreka, qui a aussi rendu l'âme. Il a été proviseur du lycée Filima, le plus grand lycée de la région de Boké. Il fut un temps et il a servi la nation dans l'éducation. Il était très rigoureux et qui aimait le travail, le très bon travail. Elhadj Mamadou Bassouma, qui sera inhumé aussi ce lundi, demain lundi donc à Kamsar, où il a passé toute sa vie, étant natif de Koba, mais il a servi Kamsar, paix à son âme, comme on aimait l'appeler, proviseur. Voilà. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de cette triste nouvelle, donc tous ceux qui nous suivent actuellement, comprenez que les programmes, c'est demain à partir de 9h. D'abord la levée de corps à l'hôpital Ignace Dine, après le symposium au stade Petit Souris de Nongo. À partir de 14h, l'enterrement au cimetière de Sangoya. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'on peut en tout cas parler de ce tome. Toutes nos condoléances les plus attristées à la famille biologique, mais aussi à la famille sportive, mais aussi à la direction du Hafia Football Club de Guinée. Voilà, vous qui l'avez connu, nous-mêmes, c'est vrai, nous sommes touchés, mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien, c'est la volonté divine. Que la terre qui l'attend et servie lui soit légère. Amen. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de votre émission Sport Dimanche sur les antennes de la télévision nationale. Merci à vous, Diallo Abdoulaye. Mazor, merci. Merci. Voilà, merci à toute l'équipe technique en première ligne, Yamoussa Kamara, mais également Adama Mara, de nous avoir réalisé dans cette émission Sport Dimanche. Quant à moi, je vous dis grand merci et on se reprend très prochainement.